Avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Guadolité, dans le Nord Ubangi, la coalition Sauvons le Nord Ubangi, regroupant les partis politiques MLC, UDPS, UDEMO, MSC, M14, les mouvements citoyens Loucha et autres étaient dans la rue ce mercredi, demandant au chef de l'État de prendre acte de la démission du gouverneur Isato Nzege. Regardez. Demander au chef de l'État de prendre acte de la démission volontaire du gouverneur Isato Nzege à la tête de la province du Nord-Ubangi et soutenir la dernière déclaration du serviteur de Dieu adressée au président de la République sur la cacophonie qui caractérise la province. Telles sont là les principales revendications de la marche pacifique organisée ce mercredi 26 janvier 2022 à Guadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. Une initiative de la coalition dénommée Délivrons le Nord-Ubangi qui regroupe à son sein les forces sociopolitiques, à savoir le MLC, le MCR, l'UDEMO, la GDK, la Loucha et le M14. Ceci dans le but d'éviter la mégestion élue domicile dans le Nord Ubangi. C'est à la place de l'unité des Guadolité que cette marche pacifique est partie pour chuter au gouvernorat du Nord Ubangi où un mémo a été lu et déposé au ministre provincial de l'Environnement faisant intérim du gouverneur Liévin Maloba. Sur les banderoles des manifestants, on pouvait lire « Nous sommes engagés jusqu'au sacrifice suprême pour sauver le Nord Ubangi et personne ne nous imposera un voleur comme gouverneur. » Fin de citation. Jean-Marie Ndame, porte-parole de l'UDPS Fédération du Nord Ubangi. Monsieur le Président de la République, comment ça se passe que quelqu'un qui se s'attend au bout de ses capacités a volontairement fui ses responsabilités en déposant sa démission? Quelqu'un rejeté par toute l'Assemblée provinciale, par tous les sénateurs et par la majorité des députés nationaux de sa province, par les confessions religieuses, par les principaux partis politiques de l'Union sacrée, par l'ensemble de la population, soit imposé en dépit de sa propre démission. Le Nord Ubangi a se payé de son opposition au système du régime de Joseph Kabila et attend, à travers son adhésion à votre vision et à votre régime, que le changement vécu ailleurs arrive pour son peuple. Ce peuple qui attend vous offrir ses voix en 2023 et la majorité de ses... Écoutez nos pasteurs et prenez acte de la démission de celui qui a retardé le progrès de notre province. Rappelons que Isato Nzege, gouverneur de la province du Nord Ubangi, avait démissionné de ses fonctions, évoquant l'acharnement de l'Assemblée provinciale contre sa personne, quelques heures seulement avant le vote de la motion de censure contre tout son gouvernement. Mais le vice-ministre de l'Intérieur l'a choisi pour assurer son propre intérim jusqu'à l'organisation de l'élection du gouverneur. Situation à la base des crises dans la province du Nord Ubangi avec plusieurs conséquences. La province ne dispose pas de dits budgétaires, l'absence totale de l'autorité de l'État et j'en passe. Le chef de l'État est appelé à mettre fin à cette situation avant que les... Et puis, troisième journée sans activité ce mercredi à Bénéville, la population de cette municipalité respecte l'appel de la synergie des groupes de pression dont Loucha, Mouchanga et Antigang qui demandent la fin de l'état de siège qui a échoué à tous les niveaux selon les organisateurs. Autre détail avec notre correspondant sur place, Gina Ivoga. La situation de ce mercredi, 26 janvier, à Béni, ça a été vraiment morose. Les manifestants s'aimantaient des gens avaient écumé l'une des communes de la ville de Béni appelée commune Mouletera. Ils ont réussi à brûler très tôt matin une moto marquée DT sur laquelle un officier policier était. Bien sûr, l'officier s'en est sorti avec certaines blessures. Les coups de balle s'en est suivi pour chercher à disperser ces manifestants, majoritairement des enfants. Les coups de balle ont tenté encore une fois une personne dénommée Kambuka, celui qui sera
blessé par balle alors qu'il était motard de son étang. On a bien sûr tout de suite arrêté des jeunes, même ceux-là qui seront des innocents, d'autant plus que nos sources renseignent que les policiers entraient dans des parcelles enclos pour récupérer des gens dedans. Les policiers ont promis même de la mort et du pur à la population de ce quartier, surtout dénommé quartier Kalinda, très chaud de la ville. Signalons que les manifestants jusque-là n'étaient pas prêts. On dirait l'aider qui serait en train de vouloir être volé à la morgue alors sans dépouille mortel par les services de sécurité selon les organisateurs dans la louche Véranda et Anti-Gang. Ils étaient déjà en dialogue à présence de la société civile, d'où même les maires de la ville, les policiers, les commissaires principaux, la Mouteba Narcisse, avaient libéré 12 manifestants qui étaient interpellés dans le cadre de démontrer que les choses peut-être ne vont plus aller du pur. Ces manifestants négèrent pour faire 5 jours sans activité à Béni, une mesure pour eux qui interpellera la haute hiérarchie à bannir ou alors à lever l'état de siège qui jusqu'à présent ne fait rien, selon la plupart des populations de Béni. Justice à présent pour avoir assassiné un chauffeur de la famille Kisolo Kele. Un militaire de la garde républicaine a été condamné à mort. Franco Diakivula a été jugé en procédure de flagrance. Suivez plutôt ce récit signé Gisèle Etoko. Jugé en procédure de flagrance, Franco Diakivula, soldat de 2e classe et militaire de la garde républicaine, poursuivi pour meurtre du chauffeur Joseph Toutala, a été condamné à la peine capitale le mardi 25 janvier 2022 par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa dans la commune de La Gombe. C'était à l'issue d'un procès qui avait débuté le lundi dernier. En effet, Joseph Toutala, la cinquantaine révolue et chauffeur de la famille Kisolo Kele, avait été abattu froidement par cet élément de la garde républicaine en état d'ébriété dans la nuit du samedi 22 janvier dernier aux environs de 23 h sous le boulevard Tchachi, non loin de la Banque centrale du Congo, à quelques encablures de son lieu de travail. La victime laisse derrière elle une veuve et plusieurs orphelins. Il faut espérer qu'au-delà de la condamnation du militaire meurtrier, la famille de Joseph Toutala sera effectivement indemnisée par l'État congolais pour réparer le préjudice causé par un de ses préposés. Autre chose, face à la duplicité des déclarations désavouant, Jean-Marc Kaboun d'un côté et soutenant le président Etienne Tshisekedi de l'autre côté, Félix Tshisekedi j'allais dire, de l'autre côté, Jean Bergmans Kongolo, coordonnateur de la conscience patriotique, dénonce cette mouvance caractérisée par la flatterie et appelle le chef de l'État à ne pas céder à la campagne d'escroquerie intellectuelle. Ces propos ont été recueillis par Nadine Tchochigombo. Bergmans Kongolo, coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique, s'insurge contre les transfuges pour la plupart du FCC qui multiplient depuis un certain moment des déclarations soutenant le chef de l'État en défaveur de Jean-Marc Kaboun, président haï de l'UDPS, qui a annoncé sa démission au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale via les réseaux sociaux. Pour cet acteur de la société civile, il s'agit tout simplement de la flatterie et un appel à la vigilance du chef de l'État. Beaucoup d'opportunistes sautent sur cette occasion-là pour présenter le président haï de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kaboun, comme quelqu'un qui est en inimitié avec le président de la République parce qu'ils rêvent, eux, d'occuper ce poste-là. Alors, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas faire une lecture objective qui suggère les voies de sortie. Ils sont extrémistes. Ils voient le tout avec un fatalisme irrémédiable. Kaboun ne mérite plus que la mort. Ça, c'est leur langage. Non. Moi, je ne suis pas de ce point de vue. Je crois que l'incident
qui s'était produit, l'eau a coulé sous le pont, et maintenant on peut regarder l'avenir autrement. Tout le monde a tiré sa part de leçons, et maintenant je crois qu'il faut oublier et regarder dans la même direction. Le chef de l'État aujourd'hui, je veux lui dire qu'il a une très bonne vision. Il a de très bons projets. Tous ceux qui étaient chargés de ces projets, à un tel ou tel niveau d'exécution, ils sont retraçables. On peut bien les identifier, on peut bien auditer leur façon d'avoir géré. Les bons élèves peuvent être positivement sanctionnés, les mauvais élèves peuvent être négativement sanctionnés. Mais on ne peut pas gérer les choses comme si on avait encore 100 ans, on a tout le temps de non. Chaque minute compte. Et donc, le conseil que moi je peux donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de dire le temps n'est pas notre allié. Nous... Tout à fait autre chose, 3 ans du chef de l'État, Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, Maître Claude Bafoifo dresse un bilan prometteur et évolutif, malgré multiples combats auxquels il est confronté. Selon lui, le numéro 1 congolais a fourni beaucoup d'efforts dans la gestion de la res publica en apportant un changement remarquable au sein de l'armée et des services de sécurité. On l'écoute au micro de Bruno Nzinga. Pour moi, il n'est pas tout à fait mitigé, c'est un bilan prometteur. C'est un bilan qui nous permet de partir du point -10 à un point 1, avant de monter à 2, 3, jusqu'à 10 sur 10 ou 10 sur 20, jusqu'à 15 sur 20, ainsi de suite. C'est un bilan évolutif. Donc, ce sont des simples faits que les gens voient. Peut-être les gens veulent manger, les gens veulent faire des grandes choses, mais dans tout ce qu'il est en train de poser comme acte sur le plan stratégique, a des conséquences considérables sur nos familles, des conséquences considérables sur la nation. Et je pense aussi qu'au niveau de l'armée, il a eu à déjouer beaucoup de complots. Il a eu à déjouer beaucoup de stratégies maléfiques, en mettant tel système, en changeant les généraux, tout ça. Il y a eu des gens qui étaient forts, qu'on ne pouvait jamais poursuivre, tels que le général John Numbi, tel que celui qui était l'ancien patron de l'ANER, qui ont disparu par crainte de la justice. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font et c'est positif. Et aujourd'hui, quand les gens acclament l'IGF, mais l'IGF a été nommé par le chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État a une volonté qui commence à se concrétiser. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est de voir par exemple que le gouverneur dans chaque province ne font rien, ne sont pas des grands stratèges, n'ont pas des plans d'aménagement avec un suivi concret. Peut-être ils règnent, mais ils ne gouvernent pas. Ils ne prennent pas le temps de travailler comme le chef de l'État le fait, c'est-à-dire se mettre avec ses ministres, étudier un dossier et faire avancer les pions. Il faudrait que le gouverneur au niveau des provinces puisse prendre le relais et travailler très durement, de façon que les mêmes efforts que le président fait au niveau de la nation, ce soit les mêmes efforts que chacun des gouverneurs fait pour qu'on arrive à des résultats. Sinon, ça dilue, parce que le pays est très grand. Le dernier coup d'État au Burkina Faso pousse à réfléchir sur les raisons profondes de ces multiples prises de pouvoir par force en Afrique. Interrogé à ce sujet, l'analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques Joseph Nkoyi
d'indiquer que ce sont des choses qui arrivent lorsque le président de la République n'assure pas l'exercice du pouvoir pour l'intérêt de la population. Il est au micro de Gisèle Etoko. Amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Ce sont des choses qui arrivent dans un État dont la gouvernance est à problème lorsque le président de la République n'assure pas l'exercice du pouvoir pour l'intérêt de la population. C'est en ces termes que s'exprime l'analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques Joseph Koy face à la multiplication de coups d'État en Afrique. L'armée a toujours été du côté de la population. Et lorsque l'armée réalise que le pouvoir est en train d'être exercé, non pas pour l'intérêt de la population, mais pour l'intérêt des dirigeants eux-mêmes, eh bien l'armée ne peut agir que de la sorte pour remettre au peuple son pouvoir. Il y a toujours l'intervention d'une main noire de puissances impérialistes occidentales, mais lorsque dans un État, la population se retrouve, même s'il y a manipulation étrangère, la population va s'élever pour protéger les présidents. Mais lorsque vous constatez que la population est derrière les militaires, dites-vous que la population en avait déjà marre. En avait déjà marre, pourquoi? Parce que la population qui donne un mandat à un président de la République, la population a l'obligation de pouvoir protéger les présidents qui est en train d'assurer le mandat. Mais si le président est désavoué, lorsqu'il y a un coup d'État, la population est toujours derrière l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée aide la population à retrouver son pouvoir qui, pour la plupart des cas, est exercé pour les intérêts des dirigeants eux-mêmes. Les Congolais se souviennent du 26 janvier 2001. Il s'agit de la date de prestation de serment du général-major Joseph Kabila Kabange en qualité de président de la République démocratique du Congo. Âgé de 29 ans, Joseph Kabila succédait ainsi à son père Mouzé Laurent Désiré Kabila. Assassiné, Joseph Kabila Kabange, 4e président de la RDC, devenait ainsi le plus jeune Congolais à accéder à la magistrature suprême. Norbert Louyeye, président national de l'Union des Républicains, tire la sonnette d'alarme sur les violations des droits de l'homme dans la province de l'Équateur. Il en appelle à l'implication de GED et des associations des droits humains. Le président de l'UR dénonce la gestion de Bobo Boloko qui prend la population dans son ensemble en otage, particulièrement les professionnels des médias. Norbert Louyeye est joint au téléphone par Gisèle Etoko. Ce jour, je voudrais attirer l'attention des organismes et défenseurs des droits humains ainsi que les associations de journalistes en danger, GED ainsi, à suivre de très près ce qui se passe dans la province de l'Équateur où le gouverneur Bobo Boloko, ancien du FCC, devenu aujourd'hui par circonstance membre de l'UDPS et de l'Union sacrée, avec ses ambitions politiques démesurées, disant agir au nom de la haute hiérarchie, les chefs de l'État et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, s'est érigé en gouverneur tout-puissant pour faire de la province de l'Équateur son sous-État, comme dans les vieux temps dictatorial que nous avons décrié et qui a fait souffrir
les peuples congolais pendant plusieurs décennies. Bobo Boloko veut s'imposer pour bloquer cet élan de démocratie dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, obtenu avec peine et sacrifice. De plus, il considère la province de l'Équateur comme son État conçu d'avance. Il est dans l'esprit d'instaurer un régime de terreur et de répression où la liberté d'opinion et d'expression est totalement confisquée et prend de nouveau en otage la population de cette province. Opposants et journalistes sont privés de leur droit de s'exprimer librement et de mettre leur point de vue contraire sur le plan politique, ni critiquer sa gestion calamiteuse, moins encore celle du régime de l'Union sacrée dont il fait désormais partie, alors que c'est un droit constitutionnel. Hausse du prix du carburant à la pompe sur décision du ministre de l'économie. 1 litre d'essence devient désormais 2095 francs congolais, le pétrole 1700 francs. À ce sujet, notre reporter Bon Zamba a tendu le micro à quelques chauffeurs de taxi et taxibus et nous propose ce reportage. La nouvelle tarification fixe le prix d'un litre d'essence à 2095 francs congolais, du gazole à 2085 francs congolais, du pétrole à 1700 francs congolais et celui de jet oil à 1575,43 francs congolais. Selon cette décision du ministre de l'économie, fixons ces nouveaux prix de carburant terrestre et d'aviation dans la zone d'approvisionnement ouest du pays, notamment dans les provinces du Congo central, Kinshasa, Maïndombe et le Kwilu. Cette nouvelle tarification vint soulager la trésorerie des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans cette partie du pays. À ce sujet, quelques chauffeurs taxi-taxibus s'expriment. Pour personnel, mais puis ça va être transport, ils n'ont pas. Il faut que battre la situation. Donc, il faut que la vie soit solution. Cette personne tuée dans un accident de circulation survenu le mardi 26 juin à Songololo dans le Congo central, l'excès de vitesse et les mauvais dépassements sont les causes de cet incident malheureux. Des précisions avec Fiston Galé dans cet élément. Du sang a coulé dans les après-midi de ce mardi 25 janvier sur la nationale numéro 1. Nous sommes là dans les territoires de Songololo dans le Congo central. En effet, une voiture de marque Mitsubishi Lancer en provenance du marché de Lufu à destination d'Impanzangongo est entrée en collision avec un camion poids lourd de l'entreprise Énergie à partance pour la ville portuaire de Matadi. Le mauvais dépassement ainsi que l'excès de vitesse seraient les causes de cet accident qui a fait coûter 7 vies sans autre forme de procès. Est-ce qu'on peut les secourir, non? On dénombre aussi plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants, hormis les 7 personnes tuées, tous gardés à la morgue de l'hôpital Humé de Kimpese. Le conducteur ainsi que l'équipage du poids lourd ont immédiatement pris la fuite après l'accident, ont confirmé les témoins sur place. C'est ce mercredi que va afficher complet le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après les matchs restants qui opposent l'Égypte à la Côte d'Ivoire et le Mali à la Guinée équatoriale. John Moukadi signe ce reportage.